Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première vidéo de la chaîne. Ah bon, merci. Aujourd'hui, on va parler d'un livre cosmiquement connu, mondialement connu, qui a fait un buzz universel et qui nous a montré la misère, le désespoir et la pauvreté du 19e siècle, surtout en France et même dans le monde entier. C'est, bien sûr, Les Misérables de Victor Hugo. Donc seulement pour vous dire, cette chaîne-là, c'est une chaîne qui va faire des livres divers, mais en même temps elle va faire des livres scolaires. Donc si t'es intéressé, si tu veux pas louper les résumés de 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, ou même si tu veux même seconde, abonne-toi, lâche ton com et lâche ton like. Allez, à vous créons les amis. Et toi, t'as vu ce vieux? Oui, ce vieux, celui, c'est Victor Hugo. Ouais, le vieux papy, hein, tu vois. Alors, Victor Hugo est un poète, dramaturge, écrivain, romancier et dessinateur romantique français. Né le 26 février 1802 à Besançon et mort le 22 mai 1885 à Paris. Il est considéré comme l'un des plus importants écrivains de la langue française, bon, il a logique, hein, du 19e siècle. Il est aussi l'une des personnalités politiques et intellectuelles engagées qui a eu un rôle idéologique majeur et occupé une place marquante dans l'histoire des lettres françaises au 19e siècle, dans des genres et des domaines d'une remarquable variété. Peut-être vous l'ignorez, mais notre cher ami Victor Hugo n'a pas fait seulement que de la littérature. Ah non, il a fait beaucoup de poétique. Il a été déjà, premièrement, président de la Société des Lettres, puis grand protagoniste de la comédie française, puis père de France, puis député, puis sénateur. Notre histoire se déroule pile au tout début du consulat. Donc les personnes qui ne connaissent pas le consulat, c'est l'époque qui se trouve après le directoire et l'époque qui se trouve avant le Premier Empire. Donc à cette époque du consulat, c'est la venue de notre cher ami Napoléon Bonaparte au pouvoir en tant que consul. Et puis par la suite va devenir consul à vie et après va devenir empereur. Mais notre histoire ne se termine pas jusqu'à cette époque-ci, il se termine jusqu'en 1830 dans les révolutions, dans les barricades pour renverser Charles X au moment de la révolution de juillet. Alors tout d'abord, comme je vous ai expliqué, notre cher livre se divise en plusieurs parties. Donc, nous avons Fantine, Cosette, Marius, l'idylle, rue Plumet et l'épopée rue Saint-Denis et Jean Valjean. Donc tout d'abord nous allons parler du résumé de la première partie au sujet de Fantine. Alors, dans cette partie, on retrouve Jean Valjean, l'ancien forçat, qui se retrouve accueilli par l'évêque M. Myriel, parce qu'aucune auberge ne voulait loger un ancien bagnard comme lui. Le crime de Jean Valjean fut d'avoir volé 20 ans plus tôt un pain pour se nourrir. Et en plus, c'est un peu une calomnie, parce que comme c'était même pas pour se nourrir, c'était même pour se nourrir, en fait, les filles, c'était pour nourrir ses neveux. Donc vous pouvez voir que ça passait d'un bon... Il voulait faire une bonne chose, mais le problème c'est que l'État est très très dur à cette époque-ci. Bien que M. Myriel l'ait accueilli avec bienveillance, Jean Valjean s'enfuit pendant la nuit avec les 6 couverts en argent de l'évêque. Bon, c'est un pourri parce que quand même voler la personne qui t'aide... Lorsque les gendarmes attrapèrent Jean Valjean et le ramenèrent chez l'évêque, ce dernier l'innocenta en prétendant que c'était lui-même qui lui avait donné les couverts. C'est cet acte généreux qui déclencha chez Jean Valjean une prise de conscience qui l'amena à faire du bien tout le reste de sa vie. C'était une sorte de... comment dire, une cassure, tu vois. Il disait, oh purée, mais c'est quoi le délire? Pourquoi il m'aide et moi je l'ai pas aidé? Des années après, Jean Valjean, qui se fait maintenant appeler Monsieur Madeleine, devient le maître de Montreuil, où il a réussi à créer des industries employant beaucoup de chômeurs. C'est dans la ville de Montreuil que se rendit Fantine, après avoir confié son enfant Cosette aux Thénardier. Elle trouva du travail dans les ateliers de M. Madeleine, ce qui lui permit de payer la pension de sa fille, Cosette, qu'elle croyait entre de bonnes mains. Mais vous allez voir, c'est pas ce qu'elle croit. Mais les Thénardier, au lieu de prendre soin de Cosette, l'utilisèrent plutôt comme leur bonne à tout à faire, une sorte d'esclave, tu vois. C'est répugnant. Malheureusement, Fantine fut renvoyée de son boulot afin de survivre et de pouvoir payer la pension de sa fille. Elle fut obligée de vendre des objets personnels et de se prostituer. Lorsqu'elle fut emprisonnée, M. Madeleine lui vint en aide et lui promit de retrouver sa fille Cosette et de l'aider. Mais dans le même temps, à la fin de cette première partie, M. Madeleine fut emprisonné par l'inspecteur Javert car il révéla sa vraie identité.
Bah, comment vous expliquer? C'est qu'en résumé, au moment où Monsieur Madeleine a voulu aider un plus démuni qui était sous une charrette, Monsieur Javert avait remarqué que Monsieur Madeleine avait une très très grosse force. Donc logiquement, il a considéré que cette force-là ne vient pas d'un homme normal, mais elle vient d'un bagnard. Et après, logiquement, Javert, qui est très intelligent pour démasquer Monsieur Madeleine, il décida de faire un procès à un innocent, l'accusant qu'il soit Jean Valjean. Donc Monsieur Madeleine, en fait, Jean Valjean qui était devenu honnête, avait eu un choc disant c'est injuste que lui il subisse ce que il ne devait pas parce qu'il était complètement innocent. Donc Monsieur Madeleine vint au tribunal et avoua que c'était lui Jean Valjean. Alors maintenant, je vais parler du résumé de la deuxième partie. Cosette. Jean Valjean, après son arrestation, s'évada mais fut encore rattrapé et condamné aux travaux forcés pour le restant de ses jours à Toulon. Mais au cours du sauvetage d'un marin, il s'échappa une fois encore en faisant croire qu'il était mort. Il profita de cette nouvelle liberté pour tenir la promesse qu'il avait faite à Fantine, prendre soin de Cosette. Donc tu vois, même étant en bagne, il se souvient parfaitement de Cosette, donc on voit bien que c'est une personne respectable. Il s'en rendit à Montfermeil, où il arracha Cosette des griffes des Thénardier. Les deux personnages s'installèrent à Paris où ils commencèrent à mener une vie heureuse. Mais très vite, ce meneur fut troublé par l'apparition de l'inspecteur Javert qui reconnaît l'ancien forçat et se lance à sa poursuite. Jean Valjean réussit à s'enfuir avec Cosette et trouva refuge dans un couvent où travaillait Fauchelevent, un monsieur qui avait sauvé alors qu'il était maire de Montreuil. C'était lui en fait qui se trouvait sur la charrette. Fauchelevent le présenta comme son frère, ce qui lui permet de travailler dans le couvent en tant que jardinier et de confier l'éducation à Cosette aux religieuses. Voilà, donc tout ce que tu donnes, tu reçois. Résumé de la troisième partie au sujet de notre cher ami Marius. Alors Marius est un jeune homme de 20 ans qui a grandi avec son grand-père, car ce dernier ne voulait pas qu'il grandisse avec son père qui était colonel de l'Empire. Donc l'Empire, si vous vous souvenez bien, c'était à l'époque de Napoléon Ier. Il le renvoya dans la maison lorsqu'il apprit que Marius ne partageait plus ses idéaux et s'intéressait à la vie de son géniteur mort récemment. Donc en résumé, notre cher ami Marius, quand il a découvert que son père était mort, colonel, il voulut le rechercher, mais oublia aussi son grand-père. C'est au cours d'une promenade au jardin de Luxembourg que le jeune Marius aperçut Cosette et en tomba amoureux. Lorsque Jean Valjean stoppa les visites au jardin du Luxembourg, Marius n'eut plus de nouvelles de Cosette jusqu'au jour où ses voisins, les Thénardier, essaient de tuer Jean Valjean. En fait, ils ne savaient pas que c'était Jean Valjean, Marius, il croyait que c'était le père de Cosette. Lorsque l'inspecteur Javert, que Marius avait prévenu du guet-apens, intervint, il réussit à attraper les Thénardier, mais pas Jean Valjean, qui avait réussi à s'échapper. Alors encore une autre partie, mais qui a un peu aucun rapport, mais qui va se retourner bientôt dans le résumé 5. On va parler du résumé de l'idylle rue Plumet et l'épopée rue Saint-Denis. C'est éponyme, la plus jeune fille des Thénardier, qui aida Marius à retrouver Cosette, qui s'était installée dans la rue Plumet avec Jean Valjean. Les deux jeunes amoureux se voyaient fréquemment, ce qui poussait Marius à aller demander la permission à son grand-père d'épouser Cosette. Ce dernier refusa, et dans le même temps, Jean Valjean déménagea avec Cosette. Tu vois, ça a été un peu galère pour lui. Il s'engagea alors avec les révolutionnaires qui combattaient les forces républicaines. Pendant cette lutte, Javert fut fait prisonnier par Gavroche, le fils des Thénardier. Et ses amis révolutionnaires, ayant pris que celui-ci aimait Cosette, voulut se donner la mort sur le champ de bataille. Jean Valjean se rendit sur les lieux. Alors là, c'est le dernier résumé, et ce dernier résumé, ça nous parle de Jean Valjean. Dans cette dernière partie, Gavroche mourut, et Jean Valjean sauva Marius, qui fut conduit. Donc, si vous avez lu peut-être Les Misérables, Gavroche avait fait une chanson, une très très belle chanson. Et Jean Valjean sauva Marius, qui fut conduit, inconscient, chez son grand-père. Javert, après avoir été sauvé par Jean Valjean, faillit le faire prisonnier une fois encore, mais ce dernier s'échappa. Cependant, Javert se suicida car il n'en revenait pas qu'un forçat soit doté d'une telle bonté. Parce que, comme je vous l'ai expliqué quand nous allons parler d'analyse au sujet des personnages, Javert, il va dire que ce n'est pas possible que moi qui ai toujours été dans l'état, qui veut être pour la justice, se rend compte que celui-ci, un bagnard, était même plus sympathique que lui-même, qui lui a normalement sauvé la vie. Ce n'est pas donné à tout le monde de vouloir sauver la vie de son pire ennemi. Donc logiquement ça l'a fait un sorte de traumatisme et ça l'a poussé à la mort.
Après le rétablissement de Marius, il se maria avec Cosette. Mais lorsque Jean Valjean lui révéla sa vraie identité, Marius l'éloigna de Cosette. Sur son lit de mort, l'ancien forçat reçut la visite de Cosette et Marius qui lui demandèrent pardon. Après leur avoir donné sa bénédiction, il s'éteignit heureux d'avoir pu voir sa fille avant sa mort. Alors, tout d'abord, nous allons parler de Jean Valjean. Alors, Jean Valjean est la réincarnation de la bonté, de la misère et de la pauvreté du XIXe siècle. Cependant, Jean Valjean réincarne aussi l'injustice du XIXe siècle. En effet, comme vous avez pu remarquer dans ce livre, il nous montre que Jean Valjean, ayant été misérable, était condamné par les yeux de tous en tant que misérable et ne pourrait jamais changer. Comme si vous avez pu remarquer, notre cher ami Jean Valjean, de misérable est passé à Monsieur Madeleine, et ainsi de suite. Donc vous avez pu remarquer qu'il y a eu une évolution. Depuis le moment où nous avons parlé du premier prêtre qui lui a donné les chandeliers et lui avait donné gentiment toute son argenterie, qui lui avait donné une sorte de petit coup à la tête disant qu'il fallait que redevenir juste comme j'étais avant, quand j'ai volé un pain pour aider en fait ma propre famille. Cependant, Jean Valjean réincarne aussi, comme je vous ai expliqué, la misère et l'injustice, mais en même temps, il réincarne et il veut nous expliquer que le personnage principal n'est pas forcément une personne qui se trouve au tout début. Car vous avez pu remarquer que Jean Valjean est devenu le personnage principal. Car comme je vous ai dit, en fait, le personnage principal le devient, n'est pas né comme personnage principal, mais il le devient par ses actes. Alors maintenant, nous allons parler de Fantine. Alors Fantine, dans le livre des Misérables, Victor Hugo a voulu nous expliquer l'injustice de la société. Donc on va me dire, ce n'est pas la même chose que notre cher ami Jean Valjean, car Jean Valjean a eu une sorte d'étiquette. Cependant, elle, c'est une injustice budgétaire, car en effet, elle doit travailler, comme dans le livre, chez Monsieur Madeleine, 17 heures pour seulement gagner 9 sous. Et même avec ça, pour normalement aider sa fille, et en fait pour se nourrir elle-même, parce que hélas les Thénardier lui ont un peu arnaqué au sujet de sa fille qu'elle croyait malade, elle est obligée de se prostituer. Donc vous pouvez voir vraiment, c'est un endroit extrême. Donc vraiment, elle a vraiment beaucoup besoin d'argent. Donc logiquement, elle est obligée de se prostituer pour aider sa fille de la félomnie des Thénardier. Car comme vous avez pu le voir après, les Thénardier ont menti. Et en fait, après, notre chère Cosette est devenue une sorte d'esclave. Et Fantine est morte, avec trop de travail. Alors maintenant, nous allons parler de Javert et de Gavroche. Donc on va parler des deux parce que logiquement, ce sont deux personnages qui sont au contraire inversés, mais vraiment en termes de monde, de monde, oui, et de mode de vie. Donc nous allons parler de Javert. Donc Javert, comme vous avez pu voir, c'est la réincarnation entière de l'État et de l'injustice punitive. Car comme vous avez pu remarquer, Jean Valjean a été puni par Javert et même par l'État pour seulement avoir volé du pain pour aider sa propre famille. Donc c'est une sorte d'injustice. Même avec Monsieur Madeleine, quand Monsieur Madeleine qui a voulu aider un pauvre démuni qui se trouvait sous la charrette, Monsieur Javert était là et a voulu encore le mettre les bâtons dans les roues. Cependant, après, comme vous avez pu remarquer, que l'État a toujours des failles. Car après Jean Valjean ayant aidé Marius à sortir des tunnels et des égouts de Paris, il s'est trouvé devant Javert et Javert a été sauvé par Jean Valjean. Donc logiquement, Javert, qui ne comprenait pas parce qu'il a eu un enseignement dur et strict, il devait suivre les règles les règles au bout des doigts, ne comprenait pas car c'était complètement illogique qu'un bagnard aide à son pire ennemi. Donc logiquement, hélas, ça lui a fait une sorte d'une contradiction et il lui a donné hélas la mort. Après, nous allons parler maintenant de Gavroche. Donc Gavroche, comme je vous ai dit, c'est l'inverse de Monsieur Javert, car Monsieur Javert est dans le monde de la politique, Gavroche est en tant que misérable. Car vous avez pu voir que notre cher ami Gavroche est la réincarnation parfaite de la joie des misérables, de la liberté. La liberté, donc comme vous avez pu voir, il pouvait marcher dans la rue, courir dans les rues, il volait une bombe, et tout le monde le connaissait. C'était un bon misérable, donc tu vois, c'était pour montrer le côté admirable et le côté positif des misérables. Alors pour terminer cette vidéo en beauté, nous allons terminer en faisant le contexte historique, non de l'œuvre en lui-même, mais au sujet du roman, sa création et ses effets secondaires.
Donc tout d'abord, Victor Hugo a commencé Les Misérables en 1845 sous le titre Les Misères. Puis il les a abandonnés pendant 15 ans. Il a abandonné parce qu'après il y a eu d'autres romans de Victor Hugo. Il les reprend en 1860 et la première partie du livre paraît le 3 avril 1862. Comme vous avez pu remarquer, ça prend beaucoup de temps, il a en fait même attendu 17 ans. Le 15 mai, publication des deuxième et troisième parties du roman. Immense succès populaire, la foule s'amasse dès 6h du matin devant l'écrit des librairies. En fait, ça fait, comme je vous ai dit, un buzz, mais vraiment universel. Ah non, pas universel, national, parce que l'universel, c'est après. Le 30 juin paraissent les 2 dernières parties. Alors, certains ont été tentés de critiquer Les Misérables pour la faiblesse de la psychologie et sa simplification caricaturale de la société. Et en effet, en fait, dans Les Misérables, comme vous avez pu remarquer, c'est toujours en fait que l'État est le plus méchant, le plus diabolique dans toute cette histoire. Force est de constater, plus de 130 ans après sa sortie, sa vigueur et de saluer cette œuvre qui, selon Victor Hugo lui-même, visait à dénoncer la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit. Donc, comme il nous montre tous les problèmes que nous avons à notre époque, comme vous avez pu voir, le travail de l'enfant dès qu'il est petit, le pouvoir que la femme ne peut même pas nourrir en fait sa propre fille, ses propres fils, et au sujet d'un état très répressif. Victor Hugo, qui dans le préface des Misérables, affirme d'ailleurs la mission morale, sociale et politique qu'il s'est fixée en créant cette épopée. Alors, je vais citer un petit paragraphe qu'il a dit. Tant qu'il existera par le fait des lois et des mœurs une damnation sociale créant artificiellement en pleine civilisation des enfers et de compliquer d'une fatalité humaine la destinée qui est divine, tant qu'il y aura sur la terre l'ignorance et la misère, des livres comme celui-ci que je viens de faire pour ne pas être inutile. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir les nouveaux contenus que je vais faire au sujet de livres scolaires ou de divers livres à votre choix. Et donc n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like pour me soutenir, ça ferait très très plaisir. Donc je vous dis à plus tard, à plus.